Qu'est-ce qui fait réellement peur à l'Europe? Est-ce la convergence de vues, rapprochement entre les États-Unis et la Russie, ou alors c'est la Russie, pour revenir au mot pour mot d'Emmanuel Macron, qui fait peur réellement à l'Europe? Parce que je voudrais avec vous que nous puissions justement analyser le comportement de la Russie ici et de Vladimir Poutine dans la gestion de cette affaire et puis dans la configuration nouvelle de la carte géopolitique. En réalité, quand on considère les cartes du rapport de force, on est quand même surpris par la rigidité cognitive des dirigeants européens qui n'acceptent pas la réalité. Sur le plan économique, eh ben, l'Europe est absolument dépendante des États-Unis. Sur le plan militaire, l'OTAN, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cœur automatogène, je dirais, le central, le cœur du réacteur de la puissance militaire, c'est les États-Unis. Et donc l'Europe a été vassalisée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais le fait que, bon voilà, ils sont dans une alliance, ça cachait un peu cette faiblesse et quelque part, ça les a confortés de toujours s'appuyer sur les États-Unis pour atteindre leurs objectifs. Ce sentiment que j'ai appelé le narcissisme collectif, de supériorité, de domination, parce que l'histoire, il y a les 500 dernières années, leur a donné une surplomb par les moyens violents de pouvoir dominer et de s'accaparer des richesses des autres pays au nom d'une forme de civilisation. Donc, ils ont gardé ce sentiment-là et aujourd'hui ne se voient pas réellement s'en départir. C'est ça la réalité. Mais l'administration américaine, en réalité, n'a pas, ne se mêle pas n'a pas de sentiment. C'est les intérêts qui guident les Américains. Et les Américains, quand vous analysez un peu bien qu'ils sont des immigrants européens et essentiellement britanniques, puisque c'est les 13 colonies envoyées par le roi d'Angleterre qui se sont révoltés et qui ont amené à la guerre de sécession et qui a créé les États-Unis. Mais les États-Unis ont les Américains ont ce sentiment de ne agir que pour soutenir la puissance, leur propre domination du monde dans une forme d'unipolarité. Et donc, quand l'administration Biden, dans ses calculs, la menace en réalité, c'était la Chine. Et Brzezinski l'a bien, dans son bouquin Le Grand Échiquier, bien l'expliqué. Il fallait affaiblir la Russie pour pouvoir s'occuper de la Chine qui, par une stratégie, je dirais, qui a pris, n'est-ce pas, qui a renversé la stratégie de mondialisation, et bien cette stratégie où le capitalisme a voulu produire à coût réduit en exploitant la main-d'œuvre chinoise et en s'accaparant du marché chinois, eh bien, les Chinois ont renversé cette tendance-là pour aujourd'hui s'approprier des facteurs de production qui fait que le monde entier dépend, n'est-ce pas, de l'industrie, du productivisme chinois. Et donc, ça a fait en sorte que l'économie chinoise a dépassé l'économie américaine. Et donc, l'Amérique est très endettée à travers les bons d'obligation auprès de la Chine. Donc, ce rapport de dominant à dominé inquiète beaucoup les Américains. Donc, il fallait ramener la Chine, n'est-ce pas, au point de départ à travers la guerre. Donc, il y a je dirais, une projection stratégique d'encerclement, d'endiguement de la Chine dans la mer de Chine. Mais on ne peut pas arriver à ça si, on ne casse pas, on ne brise pas le lien ontologique, le lien stratégique entre les Chinois et les Russes. Donc, il fallait monter cette affaire d'Ukraine comme
un épée de Damoclès pour pouvoir affaiblir la Russie. Le problème, c'est qu'ils ont été surpris par la résistance de la Russie. La Russie qu'on croyait faible, dont l'économie ne peut pas résister parce qu'il suffit seulement de les désactiver du système SWIFT. Et donc, cela devait provoquer l'effondrement de l'économie russe. Et cet effondrement va amener forcément à sa capitulation sur le plan militaire. C'est un peu, je dirais, le rêve de l'URSS qui était s'effondrer, tout simplement parce que son économie n'a pas suivi sa capacité, sa puissance militaire. Donc, ils ont tablé encore sur ça. Malheureusement, Poutine a été un homme très intelligent, un homme qui a de la vision, qui a su voir le piège venir et a mis les capacités nécessaires pour pouvoir résister. Et donc, l'administration Trump a vu le danger. Parce que ce qui arrive là, c'est une confrontation sur le plan militaire, mais sur le plan nucléaire, parce que la Russie, il faut rappeler, plus de 4200 ogives nucléaires avec les nouveaux missiles de puissance à moyenne et à longue portée et qui ont doublé la capacité aérienne des avions américains. Donc nous sommes là, la Russie, ces scientifiques ont trouvé une solution. Au lieu de fabriquer plusieurs avions, on ne peut pas atteindre les États-Unis. Ils ont trouvé une stratégie de missiles qui est capable, n'est-ce pas, d'atteindre les satellites. Donc, du moment où tout le système américain est basé sur le réseautage, c'est-à-dire sur l'Internet, sur la capacité de communication entre les zones de commandement, entre les bateaux et les avions, eh bien, s'il n'y a plus de capacité de communication, on est complètement aveuglé. Et c'est ce qui est arrivé en Ukraine quand les Américains ont décidé de ne plus envoyer les moyens, les munitions, et de ne pas fournir le renseignement, eh bien, ceux qui sont au front sont complètement aveuglés. Et donc, ce système-là, la Russie a trouvé des solutions pour pouvoir détruire ces systèmes de communication américains. Donc, Trump a compris très rapidement que la confrontation serait vraiment dommageable pour les États-Unis. Alors, il fallait plutôt aller vers la Russie, trouver une entente, et cette entente permet au moins de gagner du temps pour pouvoir rattraper le retard que les Américains ont pu avoir par rapport à la nouvelle technologie russe et sa capacité à résister à l'ensemble des pays européens plus l'OTAN. C'est extraordinaire cette résistance. Tout le monde a tablé sur les médias, sur les chefs de guerre, les généraux de plateau, tout ça, ce que la Russie ne pouvait, personne n'avait prévu, en tout cas pas les panafricains très éclairés, personne n'avait prévu cette chute lamentable des Européens. Donc aujourd'hui, il me semble que Trump, dans sa stratégie transactionnaliste, où pour lui, l'essentiel, c'est les intérêts américains, America Great Again, c'est le méga. Dans cette logique-là, dans cet hégémoniste américain, dans ce trumpisme, l'Europe ne compte pas beaucoup, puisque de toute façon, l'Europe n'apporte rien à cette équation, me semble-t-il aujourd'hui. Donc, de mon point de vue, il me semble que les Américains sont pragmatiques, ils ont évalué leurs forces, ils savent la puissance de la Russie, ils pensent que la solution serait la paix, étant donné que le président Trump lui-même n'est pas un homme qui vient d'un milieu politique, un milieu de guerre. Pour lui, c'est le business, c'est le deal, c'est les Américains. Eh bien, quelque part, ce chemin-là me semble être dépourvu de toute idéologie. Vous voyez, alors que les Européens sont dans une forme d'idéologie, dans de grandiloquence, de supériorité, de narcissisme qui ne leur permet pas d'accepter certaines réalités. Ils veulent dominer. Ils veulent continuer par avoir le bon bout de la machette. Ils veulent dicter. Ils veulent instrumentaliser le monde. Malheureusement, les rapports de force ne sont plus à leur faveur. Le curseur a changé. Les plaques tectoniques sont déplacées vers les BRICS en termes de population, en termes de capacité de puissance militaire et aussi en termes d'économie et de marché. Donc, les rapports de force se reconfigurent. Trump est plus réaliste et plus pragmatique qu'avec cette approche. Les Européens n'auront que leurs yeux pour pleurer
de mon point de vue. Merci à vous, Cheilou. Le seul Junior Abena sort de cette thématique de grand angle avec vous en questionnant cette fois-ci maintenant la gagne de l'Afrique, parce qu'il faut dire dans tout ça que quel peut être le rôle de l'Afrique, quel est le rôle qu'elle peut jouer, qu'est-ce qu'elle peut gagner, a-t-elle quelque chose à apporter? Parce qu'il va sans dire, vous avez évoqué tout à l'heure dans votre propos justement que pour contrer la menace asiatique qui est portée par la Chine, les États-Unis veulent tenter de se rapprocher davantage de la Russie, sachant que la Russie pourrait atténuer justement la Chine dans le rapport qu'ils mènent avec dans le cadre des BRICS. L'Afrique, elle gagne quoi? L'Afrique a beaucoup à gagner. Vous savez que le désengagement des États-Unis envers l'Ukraine a créé un onde de choc. C'était imprévisible. C'est un scénario imprévisible, même au niveau des Européens. Et à partir du moment où les Européens sont paralysés, les Européens sont perturbés, je pense que dans cette perturbation-là, pendant qu'eux, ils sont en train de réfléchir comment se reconvertir et redéfinir les enjeux par rapport à cet échiquier mondial-là, les Africains doivent être déjà outillés. Les Africains doivent être au cœur de l'espérance. Les Africains doivent déjà déconstruire, ça au préalable. Toutes ces histoires de France-Afrique, les affaires de monnaie, tout ça, il faut déconstruire ça, se libérer des accords, des pactes, des pactes des années après-guerre, là, tout ça. Il faut se défaire de tous ces tares, tous ces vestiges de la colonisation qui traînent encore. On doit se débarrasser d'abord. C'est un préalable. Dès qu'on se débarrasse de ça maintenant, on regagne la souveraineté et on définit des nouveaux accords avec des nouveaux partenaires. Les accords, généralement, c'est des accords militaires. Hein, parce que ici, vous voyez, le rapport de force est là parce que il y a la menace militaire. Il y a tout ça, il y a les drones, il y a des missiles balistiques et tout. Donc, tant que vous n'avez pas cette disposition-là pour vous prévenir ou bien vous prémunir de toutes ces attaques, vous ne pouvez pas être un État souverain ou bien même un regroupement, je vais dire, ou bien un regroupement d'États peut-être sous-régional et tout. Donc, autant mieux déjà préparer déjà au niveau de la sécurité, tout ce qui est arsenal militaire avec un partenaire militaire fiable pour signer dans les accords militaires et être sûr que la menace sera quelque chose qui puisse être maîtrisé. Il y a également de différencier, il faut diversifier les partenariats économiques. On est toujours resté dans les modèles économiques, dans des schémas où on est toujours dans l'importation, l'exportation des produits de base. L'Afrique est toujours le grenier, on exporte les matières premières. Donc il faut changer ce paradigme-là. Et ça, il faut trouver au cœur de cet enjeu-là, de cette dislocation, de cette perturbation de l'Europe, plusieurs autres pays qui veulent se détacher, qui ne vont pas suivre. Donc il faut qu'il y ait de l'éveil. Cet éveil-là doit permettre aux pays africains de pouvoir tendre, de saisir des opportunités d'affaires. Parce que là-dedans, il y aura beaucoup qui vont se détacher. Certainement, l'Europe va continuer à maintenir cette pression. Parce que vous savez, l'Europe, ils ont des vieilles traditions militaires chez eux. Hein. Et on a vu, avec l'exemple de la Syrie, vraiment qui est un exemple malheureux, qu'à l'usure, ils ont quand même pu déconstruire la Syrie. Donc il faut pas courir très vite. Moi, les gens qui disent que l'Europe c'est fini, machin, il faut faire très très attention. Il y a des gens qui ont un entre-gens très, ils ont des facilités, ils ont une façon d'entrer, d'embobiner, de mêler, d'entremêler des systèmes qui font qu'ils sont insaisissables sur certains points. Et ils ont cette culture de la guerre, ils ont beaucoup d'expérience dans ce domaine que par exemple les Américains, c'est vrai, Trump, lui, c'est un businessman, mais dans des stratégies militaires, il faut faire très attention. Donc c'est pour ça que moi, tout à l'heure, j'ai parlé de l'usure. Parce qu'à l'usure, les Européens sont très, très, très forts. On a vu, ils ont fait tomber la Syrie. La Syrie, personne ne pouvait imaginer. On savait qu'ils sont sous la protection de la Russie. Voilà, la Syrie est bien, machin. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. On n'a que des larmes. Un pays en train d'être détruit, divisé avec des clans, des groupes armés, un peu comme la Libye. Vous voyez, la Syrie, c'est terrible, ça fait mal. Quand vous voyez un pays comme la Syrie, hyper développé, vous voyez ce que la Syrie devient aujourd'hui. Et vous savez que la Russie a toujours une base militaire en Syrie. Donc, voilà pourquoi je dis qu'il faut être très prudent
avec les Européens. Ils sont très sournois, ils vont profiter des brèches, ils vont profiter des situations de latence, ils vont profiter de beaucoup de choses. Et nous, les Africains, nous devons donc saisir la balle au rebond. C'est le moment maintenant, c'est le moment. C'est vrai, on va me dire que est-ce que les Africains étaient préparés? On n'est jamais préparé pour toute éventualité. Il faut improviser, il faut s'engager, il faut être proactif. C'est ça le mal que nous avons ici chez nous, des gouvernements perpétuels, des gens qui sont restés là, pensaient toujours qu'il faut aller demander l'aide aux Européens. On est dans des schémas vraiment de partenarialisme là, il faut déconstruire. Et voilà pourquoi la jeunesse africaine doit être au cœur de cet engagement critique-là et pour cette autodétermination, pour être sûr que nous avons un exemple comme les pays du Sahel qui nous donne un exemple à suivre. Mais cet exemple doit être dupliqué à travers toutes nos sous-régions pour qu'on soit sûr qu'on a vraiment, on peut avancer parce que vraiment c'est très marginal. Ce qui se passe au Sahel, c'est bien, c'est remarquable, c'est encourageant. C'est-à-dire, on peut saluer, on peut même prier tous les jours. Mais il ne faut pas que ça s'arrête, parce que ce n'est qu'un galop d'essai. Et qui sait, avec l'usure, avec les pénétrations, avec toutes ces incursions, tout le temps, et même des tentatives de coup d'État, parce qu'ils ne peuvent, je vous dis, ces gens-là, ils peuvent se retirer, ils peuvent faire un retrait stratégique pour bien faire l'assaut. On a vu comment la France a retiré ses bases, toutes ses bases militaires en Afrique, la plupart, au Sahel et tout. Mais vous voyez maintenant comment ils sont en train de signer les accords avec le Nigeria, avec d'autres pays, même qu'on ne pouvait pas imaginer, parce qu'ils veulent toujours avoir l'accès vers le Sahel. Donc voilà pourquoi je dis qu'il faut faire très très attention en géostratégie. C'est-à-dire que même votre voisin, c'est pour ça que généralement, vous voyez, il y a tout ce qu'on appelle base arrière. Et le Cameroun avait tout fait pour refuser que Douala, la ville de Douala, Limbe soit une base arrière pour la France par rapport à la guerre de Biafra. Et ça a valu ce que ça a valu au président Ahidjo à l'époque, mais ça a permis de sauver l'honneur du Cameroun et de garder notre souveraineté parce qu'on ne pouvait pas accepter. Au début, vous acceptez ça, mais quand une guerre devient perpétuelle et les bases militaires qui s'implantent et tout ça, vous ne gérez plus. On sait comment ça arrive, mais on ne sait pas comment ça repart. Donc voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut faire très très attention. Les enjeux sont de nature à nous permettre de lire sur toutes les coutures et de voir le meilleur à profiter, c'est-à-dire que tirer le meilleur profit de la situation et de mettre en place des mécanismes savamment huilés pour permettre à la jeunesse, à l'Afrique de trouver là, sur un plateau d'argent, un plateau en or, des opportunités d'affaires inestimables. Et maintenant, voilà, également, il faut aussi nos hommes d'affaires, il faut nos dirigeants, il faut qu'une classe politique africaine puisse être aussi à la hauteur des enjeux. Des personnes qui peuvent mieux comprendre, qui ne sont pas des valets, qui ne sont pas des gens inféodés, qui vont toujours aller faire des choses pour le compte de... Vous voyez un Africain, mais il travaille, il est au compte des grands groupes, voilà, il est au compte des groupes européens ou bien des grandes puissances. Ça nous retarde. Donc voilà pourquoi le panafricanisme doit être de mise et une véritable intégrité morale et active des Africains pour que cette perspective-là... On ne peut pas parler du même voix, c'est vrai, mais il faudrait qu'il y ait plusieurs situations comme ça pour créer une onde de choc en Afrique et puis ça déclenche. Tant que rien que le Sahel est resté là, c'est pour moi, à mon avis, c'est bien, mais c'est encore très marginal. L'Afrique est très grande. Donc il faudrait que cet exemple puisse être dupliqué pour que ça fasse tache d'huile et donner à l'Afrique maintenant une opportunité dans cette fenêtre que le monde l'ouvre. Que cette opportunité, pendant que ces géants, ces grandes puissances sont en train de se battre pour se repositionner, nous les Africains maintenant, on apporte maintenant à partir de ce que nous avons comme matière première, comme main d'œuvre, comme tout ça, pour mettre en avant et être sûr qu'on a on a un retour très intéressant en termes de perspectives et de développement en Afrique. Merci.